L'affaire Tariq Ramadan, donc avec mardi dernier, on l'a suivi ensemble sur CNews, cette première audition de l'islamologue suisse devant les juges d'instruction. Il est en détention depuis près de 4 mois après des plaintes pour viol. Nous avons reçu ce matin son avocat, maître Emmanuel Marcini, et nous recevons à présent l'avocat de deux des plaignantes, maître Francis Spinner. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Sandra Buisson, de notre service police-justice, d'être avec nous. Je vous propose, maître, d'écouter ce que disait votre confrère tout à l'heure sur Tariq Ramadan et sur la façon dont vous avez perçu l'un et l'autre cette journée de mardi. Vous n'avez visiblement pas la même lecture au sens propre. Je confirme que les magistrats avaient la possibilité, mardi dernier, de mettre en examen M. Ramadan ou de le placer sous le statut de témoin assisté. Ils ont fait le choix de le placer sous le statut de témoin assisté. Mon confrère Spinner, il crée une fausse polémique. Je savais déjà que mon confrère Spinner ne lisait pas ses dossiers. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. En fait, il ne sait pas lire. Il ne lit pas ce qu'il ne sait pas lire. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Nous vous entendons sous le statut de témoin assisté. Vous avez une réponse ? Je n'ai pas l'intention de polémiquer à la médiocrité, je laisse ça à l'avocat de M. Ramadan. Ce qui s'est passé, c'est que, à l'issue d'une longue audition, l'avocat de M. Ramadan est sorti en disant « On a écarté une troisième mise en examen et on a placé M. Ramadan sous le statut de témoin assisté. » Et je le dis très tranquillement, très sereinement, c'est un mensonge. Maître Marcini est un menteur. Et je l'invite, puisque je le traite de menteur, à me poursuivre en diffamation. Et devant les juges, nous nous expliquerons qu'est-ce qui se passe. Et tous ceux qui connaissent la procédure pénale savent comment ça fonctionne. Quand vous êtes face à un juge vous dit « Monsieur, j'envisage de vous mettre en examen pour viol sur la personne de Madame Mounia. Quelles sont vos explications ?» On recueille les explications. Et à l'issue des explications, on dit « Monsieur, vous ne nous avez pas convaincus, donc nous vous mettons en examen » ou « Monsieur, nous vous avons convaincu et vous nous accordons le statut de témoin assisté ». Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai amené le procès verbal, puisque comme je ne sais pas lire, au moins nous serons plusieurs à le lire ensemble. Il est 19h55. L'audition a commencé très tôt le matin. Elle commence très tôt sur les deux affaires pour lesquels M. Ramadan est mis en examen pour viol. Voilà ce que disent les juges. Madame a déposé plainte contre vous le 7 mars 2018, D360. Elle dénonce également des faits de viol survenus à plusieurs reprises au cours de l'année 2013, ainsi qu'au mois de juin 2014. Point. Le procureur de la République nous a saisis supplétivement de ces faits le 23 mars 2018. Et les magistrats ajoutent deux précisions importantes. Des investigations sont actuellement en cours. Donc ça veut dire, monsieur, à ce stade, nous n'avons pas achevé les vérifications qui peuvent nous amener à envisager de vous mettre en examen. Et la conséquence, les juges l'annoncent également, vous serez interrogé ultérieurement sur ces faits. Donc contrairement à ce que dit l'avocat de M. Ramadan, on ne l'interroge pas sur ces faits et pour ensuite lui dire compte tenu de vos explications, vous nous avez convaincus, vous êtes témoin assisté. Donc il peut toujours être mis en examen ? Et bien sûr, et les juges ajoutent ceci, cependant à ce stade. Et la précision est là importante, donc avant même qu'il se soit expliqué, sous le statut objectif de témoin assisté, souhaitez-vous nous faire connaître votre sentiment ? C'est-à-dire, monsieur, vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre, mais comme la loi, c'est le code de procédure pénale, et je pense que maître Marcini peut en faire l'acquisition, dans le code de procédure pénale, lorsqu'une personne est visée par une plainte expressément, le juge ne peut, s'il n'est pas mis en examen, ne l'entendre que sous ce statut objectif. Ça ne veut pas dire, monsieur, on vous a entendu et on vous place sous témoin assisté, ce qui fait que monsieur Ramadan sera convoqué dans les semaines qui viennent, que les juges, au vu des investigations, lui signifieront qu'ils envisagent de le mettre en examen, qu'il fournira ses explications et qu'à l'issue de cela, soit il sera mis en examen, soit il bénéficiera du statut de témoin assisté. Mais cette manœuvre de manipulation, elle a un seul but, c'est de faire occulter ce qui s'est dit de très important pendant cet interrogatoire.
Ce qui s'est dit important pendant cet interrogatoire, c'est que M. Ramadan, au vu des éléments du dossier, comprend que sa position est intenable et qu'il est obligé de reconnaître qu'il a eu, à de multiples reprises, avec différentes femmes, des relations sexuelles. Des relations consenties. On va y C'est ce qu'il venir. dit. On va y venir, madame. Mais puisque l'avocat de M. Ramadan traite les plaignantes de menteuses à longueur de colonne, je fais une observation. Une relation extra-conjugale, c'est un accident. Une demi-douzaine, c'est un mode de vie. Et s'il y a bien quelqu'un qui... Mais c'est pas ça qui est en cause, là. Ça veut dire que, en tout cas, en matière de duplicité, en matière de mensonge, M. Ramadan et son conseil n'ont de leçons à donner à personne. C'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que si vous écoutez toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles racontent? Elles racontent des rapports sexuels qui sont des rapports de violence, qui sont des rapports de soumission, qui sont des rapports d'emprise. Et là, nous ne sommes plus dans la relation simplement librement consentie, nous sommes dans des rapports qui posent question parce qu'ils sont empreints de violence, empreints de soumission et empreints d'emprise. Et une partie des femmes qui n'ont pas déposé plainte mais qui ont déposé... Il y en a deux, hein. Oui, disent qu'on ne sort pas indemne d'une telle relation, que certaines se sont senties détruites et se sont senties sous emprise. Et l'emprise, ça peut être aussi une des conditions du viol. Est-ce que ces femmes se connaissaient avant de porter plainte? Certaines ont certainement pris contact entre elles, mais de là à dire qu'elles ont fait une collusion entre elles... C'est ce que dit Maître Marcigny. Non. Vous savez, moi j'étais à la chambre de l'instruction. Parce que je ne sais pas lire le dossier, mais ce qui me rassure, c'est que 3 juges d'instruction, des juges des libertés et de la détention, 3 juges de la chambre de l'instruction, c'est-à-dire près d'une dizaine de juges, ont plutôt la lecture du dossier qui est la mienne que celle de la défense de M. Ramadan. Mais peut-être que nous sommes tous analphabètes et nous ne savons pas tous lire. Seul Maître Marcigny sait lire. Mais la vérité, c'est qu'il y a des accusations et des charges précises. D'ailleurs, est-ce que le conseil de M. Ramadan a saisi la chambre de l'instruction en disant « Je conteste ces charges et je vous demande de juger qu'il n'y a pas de charge contre M. Ramadan ». Nous sommes au stade de l'enquête. Écoutez ce que disait Maître Emmanuel Marcigny à Jean-Pierre Elkabbach ce matin concernant la version de la première plaignante. Confrontée à ces incohérences, et notamment à des impossibilités de date, elle a dû changer de version. Elle dit maintenant c'est le 26 mai 2012. Et elle dit des choses très précises. Elle dit qu'elle va le matin chez le coiffeur à Rouen à 10h. Elle dit qu'elle arrive à Paris et que quand elle descend du taxi, son brushing tombe parce qu'il pleut des cordes à Paris. Qu'elle est même obligée de se changer. Or, Météo France révèle que le 26 mai 2012, il n'y a pas une goutte de pluie à Paris. Vous imaginez si M. Ramadan s'était trouvé face à une contradiction pareille? Elle raconte qu'elle est allée voir la police, que la police a rigolé. On lui demande, mais madame, dans quel commissariat êtes-vous allée? Elle est incapable de le dire. Et on nous dit qu'on n'a pas déposé plainte parce qu'on est sous l'emprise de M. Ramadan, alors que l'on va voir la police, alors que l'on va voir Caroline Fourest, alors que l'on va voir un haut magistrat de la Cour de cassation. Donc on n'est pas sous emprise. Tout ceci, on n'est pas sous emprise. Ça ne tient pas la route une seconde. Il parle d'une de vos clientes. Elle a menti? Mais attendez, moi je ne sais pas plaider en 2 minutes un dossier qui fait des tonnes de pages. Je dis simplement ceci. Madame Enda Ayari, lorsque elle a déposé plainte, a précisé d'entrée qu'elle était incapable de donner la date. Donc l'incertitude sur la date, elle l'a toujours dit. Ensuite, au vu d'éléments objectifs, elle avait un souvenir qui était très simple. C'est au moment où je change mon profil de photo sur Facebook que j'ai un contact avec M. Ramadan et nécessairement le viol s'est produit après ce changement de profil sur Facebook. M. Ramadan produit une capture d'écran qui fait que, effectivement, les dates dont elle n'était pas sûre, qu'elle avait avancées, et elle n'a jamais dit c'est tel jour à telle heure, elle avait dit c'est dans cette période de temps, eh bien, face aux faits, elle dit, puisque c'est comme ça, c'est qu'effectivement, les dates que je pensais être les bonnes sans certitude ne le sont pas. Donc c'est pas un changement de version, c'est tout simplement essayer... Parce que c'est Le confus. lieu non plus n'est pas le même. Parce que c'est confus. Alors sur le lieu, excusez-moi, c'est un peu plus compliqué, et de toute façon, des investigations auront lieu. Mais quand M. Ramadan, moi je ne dis pas que M. Ramadan est un menteur,
quand il se trompe, par exemple, sur la date de son arrivée à Lyon, après avoir accusé la police d'avoir négligé, d'avoir fait défaut et je ne sais quoi. Et puis M. Ramadan le dit lui-même, il a des trous de mémoire, il a des oublis. Ce qui est important, c'est de savoir si oui ou non M. Ramadan a commis ou n'a pas commis un viol sur la personne de Enda Ayari. À ce stade, il est présumé innocent, mais ce qui est vrai, c'est qu'il a avec elle, et il le reconnaît, un jeu, dit-il, sexuel virtuel. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que les deux femmes qu'il rencontre avec qui il a eu des jeux sexuels virtuels, il n'aurait pas voulu passer de la virtualité à la réalité. Et bien, il y aura une instruction, il y aura une confrontation. Je dois dire aussi que là aussi, quand Maître Marcigny dit que Mme Enda Ayari a refusé la confrontation, il faut aussi... Alors justement, elle va... Mme Ayari n'a jamais refusé une confrontation, simplement lorsque M. Ramadan est en garde à vue, elle habite en province, elle a des enfants à faire garder, et elle n'a pas la disponibilité d'arriver... C'est un combat lourd qu'elle mène. Elle n'a pas la disponibilité d'arriver, mais elle a toujours dit, et elle le redit, elle est à la disposition de la justice, et quand les juges le voudront, à l'heure et à la date indiquée, elle sera présente pour une la confrontation face à face avec Tariq Ramadan. Monsieur Ramadan dit qu'à chaque fois, ce sont les femmes qui l'ont contacté, alors qu'elles disent l'inverse. Et il dit « je me suis senti harcelé ». Oui, j'ai compris que M. Ramadan disait qu'il était harcelé, mais encore une fois, la justice ne se rend pas sur les plateaux de télévision. Moi, je suis venu parce que je n'accepte pas que l'on vienne dire que M. Ramadan est maltraité parce qu'il est musulman, qu'on vienne dire que M. Ramadan se voit refuser tous ses droits parce que c'est faux, et qu'on vienne dire que ces femmes sont des menteuses parce que c'est faux, et que le dossier est vide parce que c'est faux. Maintenant, il y a des juges d'instruction. Je rappelle que les avocats de la défense, comme les avocats de la partie civile, ont la possibilité de demander à ces juges tous les actes qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité, et que c'est tranquillement, dans la sérénité des cabinets d'instruction, que ce dossier doit avancer. Je sais bien que l'avocat de M. Ramadan a refusé de condamner publiquement les menaces qui sont exercées sur ces femmes. Il a même dit qu'il les comprenait. Elles sont toujours aujourd'hui menacées. Elles sont toujours évidemment menacées sur les réseaux sociaux. Il y a un petit groupe de plus en plus réduit parce qu'un certain nombre de gens s'aperçoivent qu'il y a une imposture Ramadan et que donc un certain nombre de soutiens le quittent. Mais on voit la thèse du complot. Même les avocats ne sont pas épargnés. Nous sommes traités de comploteurs sionistes à la solde de je ne sais qui. Bon, tout ça m'indiffère. Mais pour les femmes, oui, c'est différent parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être maltraitées ainsi. Parlons de votre deuxième cliente qui dit avoir été violée sur une dizaine de rendez-vous. Écoutez ce que dit Maître Marcigny à son sujet. Elle explique la chose suivante. Elle serait donc violée. Elle prendrait sa valise pour aller à Londres, pour aller à Paris, sachant qu'elle va se faire violer. Et pour expliquer la raison pour laquelle elle le ferait, elle explique que M. Ramadan menaçait de la faire chanter, de révéler son passé de prostituée, alors même qu'au même moment, elle est partie civile dans l'affaire du Carlton, et qu'elle serait sous l'emprise de M. Ramadan. Tout ceci n'est pas sérieux. Et nous avons même communiqué aux magistrats une vidéo du lendemain d'un viol présumé allégué. Nous sommes le 16 mai 2013, elle prétend qu'elle a été violée à Paris. Le 17 mai, elle prend le TGV, elle rentre chez elle à Lille, elle se filme dans le TGV et elle dit à M. Ramadan « Coucou, bonjour, comment vas-tu? Voilà, je me mets là parce qu'il y a des hommes qui me draguent, à bientôt, je t'aime, si cela... » Écoutez, se poser même la question du viol la concernant, c'est surréaliste. Surréaliste, vous l'avez vu cette vidéo, Maître Spinner? Il y a beaucoup de documents et je pourrais citer des documents qui infirment cette thèse. Lorsque Madame Mounia est entendue par la police, elle fournit un enregistrement d'un message que lui laisse M. Ramadan. Et ce message est un message qui montre sans équivoque que M. Ramadan est dans la domination. Il lui dit « tu vas obéir à ton maître », il lui donne des instructions, il lui demande notamment de réaliser ce type de documents dont parle Maître Marcigny, et donc ce n'est pas des documents qui sont faits volontairement, mais ce sont des documents qui sont faits dans un rapport de soumission. Tout ça, l'instruction va le démontrer. Mais c'est toujours facile. Le rapport de soumission à viol,
c'est un rapport de soumission qui n'exclut pas le viol. Le viol, une fois qu'il est commis, et en plus du rapport de soumission, vous savez qu'est-ce que c'est que le viol ? C'est la violence, c'est la contrainte, c'est la surprise, c'est la sidération. Mais dans le terme de contrainte, la jurisprudence fait rentrer beaucoup de choses. Et donc, cette femme, qui est une femme par ailleurs avec ses fragilités, avec son histoire, est effectivement dans un rapport où M. Ramadan, mais elle n'est pas le seul à le dire, parce que ce qui est très curieux, c'est que toutes les femmes entendues, près d'une demi-douzaine, décrivent toutes les mêmes rapports. Une relation d'emprise ? C'est une relation d'emprise. Monsieur Ramadan n'est pas n'importe qui, c'est un prédicateur, c'est une autorité, et aux yeux de ces femmes, il est une autorité religieuse et morale. On est dans la situation, excusez-moi, et d'ailleurs, en Suisse, ça s'est révélé de près, d'un professeur et de ses élèves, de quelqu'un qui a une autorité et de quelqu'un qui est dominé. Donc c'est un dossier complexe. Alors on peut le caricaturer, et Maître Marcigny excelle dans la caricature, mais la vérité, elle est plus complexe et elle est plus subtile. Votre troisième cliente, qui donc dit avoir été violée à 9 reprises, elle avait les moyens de se libérer de l'emprise de Tariq Ramadan, et même du chantage qu'elle dit qu'il lui faisait, puisqu'elle a cette robe noire qui porte la trace biologique de Tariq Ramadan, selon elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'en est pas servie pour se libérer de son emprise ? Mais elle a fini par s'en servir parce que ça met du temps. Parce qu'on ne se libère pas comme ça d'une telle épreuve, et que c'est un rapport difficile, c'est un chemin douloureux. Vous savez, il y a 2 femmes qui ont témoigné sous X. Elles sont en réalité des victimes, mais elles n'ont pas franchi le stade de la plainte. Et certaines ne veulent pas le faire parce que quand elles voient ce qui arrive aux victimes, le déferlement de haine sur les réseaux sociaux, elles ont envie d'être protégées et épargnées. Ça devrait aussi interroger la justice. Merci, Maître Francis Pinard, d'être venu sur le plateau de CNews. Merci, Sandra Buisson.